sulle modalità di presenza innanzitutto del soggetto, sulle dinamiche di controllo, dominio reciproco dei soggetti sugli spazi e degli spazi sui soggetti mediati attraverso le tecnologie e come veramente come dire, ricomplichino la dialettica tra forme, tecnologie e modalità della soggettivazione e dell'oggettivazione. Quindi sicuramente ascolteremo una sessione ricchissima, per cui vado subito a passare la parola alla prima relatrice di questa sessione che ci parlerà in francese. Si tratta di Anne Beillard-Gislaine, che come tutti noi sappiamo perché frequenta spesso anche i nostri incontri in Italia, insegna semiotica all'Università di Bordeaux-Montaigne, è autrice di molti libri, molto spesso di semiotica visiva, penso a L'image préoccupée, ma voglio citare qui il suo ultimo lavoro, L'invention de l'autre, le juif, le noir, le paysan et l'alien, che è stato appunto pubblicato quest'anno. Per cui le passo senz'altro la parola e a dopo per il dibattito. Prego Anne, a qua la parola. Grazie Anna Maria. Buongiorno a tutti. Grazie alla Fedros, a Isabella e Bianca per l'organizzazione di questo congresso e grazie mille per l'omaggio di questa mattina a Paolo Fabri. La mia comunicazione è in francese è dedicata all'immagine del drone. Les images de la Terre filmées par des drones se sont banalisées dans les dernières années. Elles ont introduit un point de vue nouveau dans le genre des images aériennes et rénové profondément des pratiques comme les visualisations militaires et l'archéologie, auxquelles elles offrent de nouveaux modèles de spatialité. Cette communication très brève ne pouvant entrer dans l'intimité de ces pratiques variées et complexes pour envisager leur réinvention, elle se concentre sur les images implémentées dans les médias les plus populaires, la télévision et le cinéma. À la différence de l'image aérienne prise d'un avion, qui est limitée dans le survol des villes et ne peut entrer dans la complexité de leur intériorité, le drone peut aller partout et construit une autre spatialité urbaine. Ma communication décrit les trois conditions de cette pratique d'image aérienne, réglée par la hauteur et la mobilité, mais aussi par un débrayage énonciatif. Elle se concentre sur la nouveauté de cette image, la spatialité paradoxale et syncrétique qu'elle construit, et ouvre sur quelques hypothèses qui marquent sa place dans un nouveau paradigme d'image de visualisation. L'image prise par le drone semble avoir pour ancêtre direct les premières photographies aériennes prises en ballon par Nadar, au-dessus de l'avenue du Bois de Boulogne en 1858. Elle poursuit en ce cas une généalogie, initiée par l'invention de l'aérostation dans les dernières années du XVIIIe siècle, qui l'avoue essentiellement à un usage militaire, à la constitution d'un corps d'aérostatiers par Napoléon, par exemple. Elle réfère alors à la possibilité du vol humain qu'on peut associer à trois grandes dates, 1783 et Montgolfier pour le ballon, 1852 pour le dirigeable et 1906 pour le premier avion. Mais les photos prises par Nadar marquent seulement un tournant dans une épopée de l'image aérienne qui débute bien avant, avec le débrayage d'un point de vue surplombant. Dès le troisième millénaire avant notre ère, en effet, une tablette de terre cuite de Tello dans le désert d'Arabie porte le plan côté de la ville de Doungui, ce qui suppose une projection verticale. Raymond Chevalier, dans son ouvrage consacré à la photographie aérienne, mentionne différents relevés cadastraux effectués aussi bien au Moyen-Orient, en Occident avec la roche aux champs de Bedolina dans le Val Camonica en Lombardie, qui remonte à l'âge de bronze, ou dans le Nouveau Monde avec les géoglyphes de Nazca au Pérou, qui sont visibles seulement d'un avion ou d'un ballon. Il explique aussi comment la redécouverte de la perspective au Moyen-Âge modifie les représentations de la ville à partir d'un signe conventionnel, hexagone puis cercle, par des vues horizontales où les remparts sont d'abord dessinés comme des franges qui deviennent des vues verticales et obliques. Après le XVIe siècle, des détails de plan prennent l'aspect de vue aérienne, mais c'est la découverte de l'aérostation qui stabilise et globalise ce point de vue. Et Chevalier mentionne d'étonnants textes datés de 1789 qui recommandent de représenter les cartes comme si l'étendue était vue à partir d'une montgolfière. Le point de vue est certes débrayé, mais il est situé et référé à ce que Jacques Fontanier appellerait un corps-point.
L'utilisation de la vue aérienne pour prendre des mesures renvoie à une troisième tradition, celle de la photogrammétrie, qui remonte à 1846 et au lever de l'Océda fait dans les Pyrénées, notamment à l'aide d'un cerf-volant. Le drone hérite donc de trois pratiques, celle du vol aérien, de la photographie et de la photogrammétrie, qui utilisent ces deux possibilités pour faire ces relevés. Ce triple héritage permet de situer l'innovation apportée par le drone plutôt dans la lignée du cerf-volant que de l'avion, parce que son point de vue est débrayé. Le drone introduit néanmoins des possibilités toutes nouvelles et construit une spatialité singulière, dont les particularités doivent être référées au statut professionnel ou amateur des engins, à leur vitesse et à leur poids. En dépit de ces variations, certaines constantes sont observables qui nous permettent de comparer le drone, sinon à son ancêtre direct dont la carrière fut trop brève, le cerf-volant, du moins à l'avion et à l'ULM qui sont ses plus proches parents pour les conditions de vol et les prises de vue. Alors prenons connaissance de grandes lignes des réglementations nationales et européennes qui sont un petit peu différentes. Les avions de ligne volent à une altitude de 10 000 pieds, c'est-à-dire 3 km. Le survol des agglomérations n'est autorisé qu'à une altitude de 600 mètres, voire 450 mètres dans les régions montagneuses. Les ULM évoluent quant à eux à une altitude située entre 300 et 1500 mètres au-dessus du sol et jamais au-delà de 5950 mètres. À la différence de l'avion, haute altitude, et de l'ULM, altitude médiane, le drone peut survoler les villes à très basse altitude, généralement en dessous de 150 mètres. Et ce premier repérage autorise trois remarques. Tout d'abord, on aperçoit deux tensions antagonistes. L'altitude de l'avion se mesure à partir du haut, imposant un minimum, alors que celle du drone s'évalue à partir du bas, ce qui impose une altitude maximale. Ensuite, ce qui importe pour le pilotage du drone, c'est la visibilité, qui interdit le vol de nuit pour les amateurs et limite l'usage par temps nuageux, par exemple. Le drone doit être contrôlé à vue, et lorsqu'une caméra est intégrée, soumis au contrôle de deux personnes. Il induit donc un regard débrayé qui reste redevable d'une instanciation. Il induit donc, enfin et surtout, on aperçoit la spécialisation possible du drone sur la plus basse altitude et sur les villes, au moins par défaut, même si le survol des espaces publics reste soumis à des législations particulières. Et dans cet ensemble, le drone autorise la meilleure lecture des espaces habités et peut se consacrer aux constructions bâties à l'échelle humaine, mettre la vie humaine en récit. Cette vocation est encouragée par sa mobilité. En effet, l'avion procède au relevé topographique par ce que Chevalier appelle un labourage, qui l'amène à survoler systématiquement les espaces pour croiser les images obliquement. Si l'avion peut photographier à la verticale, il pratique le plus souvent le croisement des prises de vue, qui introduisent une légère inclinaison et se recouvrent partiellement. Le même cadre est dupliqué jusqu'au recouvrement et la superposition partielle des sections. La prise de vue du drone est verticale et, à la différence de celle de l'avion, extrêmement mobile. Au lieu du labourage, on pourrait évoquer un balayage, susceptible d'assumer tous les points de vue possibles. Le drone peut avancer, reculer, effectuer des vols stationnaires, ce qui lui permet de croiser différemment intensité et extensité pour des cadrages englobants, cumulatifs, exemplaires, particularisants, et je cite à nouveau Jacques Fontagny, qui permettent de localiser un point dans un ensemble ou d'embrasser du regard. Cet œil agile, dont la compétence visuelle est indissociable d'une compétence kinesthésique, assure des stratégies de présentation ou de monstration, selon la stabilité du cadre, mais peut aussi effectuer des rapprochements entre des éléments éloignés, subissant alors l'attirance des détails qui se manifestent dans l'image du drone par une sorte de pulsion scopique, projetant littéralement le regard et le corps en avant. Cette possibilité d'investigation du champ dans toutes ses dimensions, latéralement, mais aussi dans une profondeur susceptible d'être explorée d'avant en arrière, d'arrière en avant, pour construire des diagrammes en 4 dimensions, doit être rapporté à la disponibilité totale du champ de présence. Le cadrage de l'image de l'avion est en effet précisément contrôlé et dupliqué par le labourage, ce qui tente à renforcer le partage entre ce qui relève de l'exposition et de l'inaccessibilité, ce qui est exposé ou refusé à la vue. Et cette continuité tente à renforcer le statut du hors-champ comme lieu de mystère et de non-savoir. L'image agile du drone maintient au contraire la communication entre le champ et le hors-champ, qui perd ce statut en s'offrant plutôt comme une réserve d'informations totalement disponible, toute susceptible d'actualisation. La différence avec le hors-champ cinématographique prend ici tout son sens, car au lieu de s'effectuer au travers de points de passage bien inventoriés, on pense aux 6 espaces off de Manille au cinéma, en privilégiant par exemple les directions droite et gauche qui correspondent aux entrées et aux sorties des personnages. La communication entre le champ et le hors-champ est ici totalement ouverte. Toutes les liaisons sont possibles, y compris celles qui prospectent ce qui relève de l'espace d'énonciation, situé en avant de l'image.
Cette spatialité multidirectionnelle n'est sans doute pas sans conséquence pour la perception du temps. Il serait intéressant d'observer le décrochage occasionné vis-à-vis de la flèche du temps, sachant que cette temporalité, loin d'être associée à des mondes fantastiques, reste ancrée dans des espaces familiers et associée à l'échelle humaine. Elle définit alors une expérience paradoxale de notre espace-temps. L'œil agile du drone sursollicite la vue, mais aussi le corps mouvement, toujours porté en avant. Une compétence haptique est également requise, qui, associée à une pulsion scopique, à l'attraction du rapproché, permet de toucher avec les yeux, comme disent bien sûr Riegel et Deleuze. Alors, comment le drone filme-t-il les villes? Rappelons tout d'abord qu'en deçà de 600 ou 800 mètres d'altitude, les reliefs des objets disparaissent. Seul le vol dans les plus basses altitudes permet d'en rendre compte. Rappelons également que seule la prise de vue oblique permet de restituer le relief. Si pour en rendre compte, l'avion doit croiser les points de vue obliques par une vue stéréoscopique, le drone peut non seulement s'approcher des reliefs, mais aussi tourner autour, ce qui met en évidence le volume, la corporéité des objets et augmente leur effet de présence, en accentuant celui que produisent les images du cinéma par rapport aux images fixes. On pourrait bien sûr se référer au mode filmique de présence décrit par Christian Metz en 68 et 72 par exemple. Le drone se spécialise pour ainsi dire dans cette corporéité. Et lorsqu'il explore le monde, le drone sélectionne donc un autre niveau de pertinence que l'avion. Pour ce dernier, le monde de la ville, le monde en général, se lie à une distance qui en fait un texte comportant 2 dimensions et rassemblant des figures, alors que le drone lit la ville comme une suite, un assemblage de corps, une suite d'objets. Et cette corporéité du monde doit être rapportée au mouvement de la vie, qui est ici rapproché de celui de la perception. On pense ici au phénomène de la précession décrit par Merleau-Ponty. Par ce concept, le philosophe exprime l'idée que si les choses semblent précéder la perception visuelle, c'est parce que notre perception, réciproquement, précède aussi les choses. La précession concerne pour lui le cinéma, qui peut, en construisant l'unité de l'image en mouvement et du son, rendre le mouvement continu comme dans la perception directe. Mais la précession se présente ici de façon différente, car si l'image en mouvement du drone est le plus souvent débarrassée du son, elle bénéficie néanmoins d'une agilité spécifique qui donne une mobilité supplémentaire à l'image en reproduisant le mouvement incessant des yeux eux-mêmes. Cette précession tend à naturaliser la vision, comme si les images se donnaient pour la vie elle-même. Elle introduit une spatialité paradoxale qui, par ses modalités, semble prolonger la perception et la vision, mais à travers un point de vue débrayé, précisément contrôlé et relié au corps positionné dans l'espace, mais ne pouvant être assumé que par un oiseau. Cette représentation convoque un régime de croyance très particulier, aussi étrange que celui qu'on rencontre dans certaines scènes de course-poursuite au cinéma, qui situent le point de vue au niveau de la route ou d'une aile de voiture. Tout comme ces points de vue improbables, celui de l'oiseau est inassumable parce qu'il est irrationnel, mais il reste pourtant nourri d'empirisme parce qu'il renvoie des expériences approchantes qui permettent de faire le lien entre le connu et l'inconnu et autorise la projection imaginaire. Et on pourrait rappeler ce que nous disait tout à l'heure Pietro Montagni sur le feedback qui vient des médiations techniques que nous avons pu déjà faire. C'est une expérience impossible et pourtant nourrie d'empirisme et naturalisée par l'image. La ville telle qu'elle est représentée par le drone apparaît le plus souvent comme une enfilade de reliefs, de flèches d'églises, de gargouilles, qu'on peut observer sous toutes les coutures et reliés les uns aux autres. La mobilité du drone transforme le corps-point en un corps mouvement, incarné par un œil agile doté d'une compétence haptique et capable non seulement de toucher le monde, mais de le saisir par ses aspérités. Le drone tente en outre à inverser la perspective, montrant la ville à partir du haut et non du bas, et dévoilant ainsi une autre corporéité faite d'extrémités qui laisse finalement l'humanité à distance, abandonnée dans la partie basse dévolue aux malheureux piétons. Si la ville est survolée, son expérience quotidienne est mise à distance, et elle reste toujours silencieuse, débarrassée de ses nuisances et de ses bruits. On dévoile ainsi l'effet d'esthétisation de l'image du drone, qui, à la hauteur de prise de vue, transforme la ville en détail d'architecture qu'elle magnifie par un effet filmique et qu'elle plonge dans le silence. Sa mobilité reproduit en outre la phénoménalité de l'apparaître qu'elle conjugue aux effets de domination d'une conquête. Rompant ainsi avec l'expérience immédiate de la ville, l'image réunit toutes les conditions d'une fracture esthésique. La lecture des textes de Georg Simmel consacrés à la grande ville donne la mesure de cette esthétisation. Pour Simmel, la grande ville se définit par la totalité des actions qui dépassent son immédiateté. C'est un lieu de croisement et de conflits ininterrompus
qui produit une intensification de la vie nerveuse et une perception basée sur l'intellectualité, conçue comme une façon de protéger son intimité, de protéger son espace personnel. Alors en quoi la lecture sensible et esthétisée de la ville faite par l'image du drone contraste-t-elle avec la perception intellectuelle décrite par Simmel? On pourrait avancer l'idée d'une vision irénique de la complexité urbaine, qui nous confronte à une présence urbaine intensifiée sur un mode affectif et esthétique. Mais au-delà de ce simple effet de sens très banal, on retient surtout la capacité de naturalisation de cette spatialité paradoxale, qui traduit l'assimilation de l'inconnu et l'acceptation d'un nouveau régime de croyance mêlant irrationnel et empirisme. Les objets rencontrés sont familiers, mais ils sont vus sous un jour tout neuf. Les modalités de perception optimisent le principe de la précession. Ils sont acceptables, même s'ils renvoient à la figure de l'oiseau. La spatialité syncrétique nous projette dans une expérience acceptable car nourrie d'empirisme, instruite par la culture, légitimée par le cinéma et par nos voyages aériens. Cette méta-image, qui met en scène si explicitement la métaphore de l'oiseau, dévoile une possible stratification du paradigme des images prises par le drone. Elle fonctionnerait comme une image relais, autorisant la greffe de régimes de croyances moins acceptables, d'images de visualisation plus abstraites, qui exemplifient les nouvelles interactions spatiales liées au développement du numérique. Elle permettrait en somme de voyager jusqu'à ces images plus difficiles et plus abstraites. Voilà. Grazie per la vostra attenzione. Merci Anne, tu as donné une contribution très très dense dans peu de minutes, donc vraiment c'est un grand travail.